Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau webinaire Expatimo au sujet du nord de la France. Salut Antoine, comment tu vas aujourd'hui? Salut William, ça va super et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Ouais, écoute, je te propose de commencer. Ouais. Les gens vont arriver. Donc aujourd'hui, on va parler du nord de la France. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on avait fait un webinaire il y a un petit peu moins d'un mois sur le sud de la France où on avait présenté Nice, Marseille, Montpellier et Toulouse. Et aujourd'hui, on passe du côté nord. Donc, pourquoi le Nord? Nous, on l'a identifié dès le début chez Expatimo comme étant un vrai terrain d'opportunité, et on va le voir notamment, Expatimo, pour ceux qui ne le savent pas, est né à Mulhouse. Donc, on va parler de Mulhouse, ensuite de Lille, Roubaix, Tourcoing et Le Havre. On va parler des différentes stratégies à adopter pour chacune de ces villes, et on va vous présenter un petit tableau récapitulatif sur les différentes strates. Et bien sûr, donc, pour les questions-réponses, vous avez le chat à votre disposition. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation et on fera attention au chat en parallèle pour pouvoir y répondre en live. Donc on commence tout de suite notamment pour le nord. Donc vous voyez sur la carte les différentes villes que l'on va couvrir aujourd'hui. Pour nous, ça reste un terrain de jeu pour les investisseurs locatifs assez intéressant parce qu'on peut trouver beaucoup de biens qui sont autofinancés. C'est-à-dire que dans des villes comme Mulhouse, Roubaix, Tourcoing et Le Havre, j'exclus Lille sur cette partie-là, on va pouvoir trouver des biens autour de 2 000 € du mètre carré, voire moins pour certaines villes comme Mulhouse et un petit peu Roubaix. Pour notamment, ça va nous permettre de pouvoir autofinancer des projets. Ça veut dire que les loyers de l'appartement ou de l'immeuble en question vont couvrir les mensualités de crédit, mais également toutes les charges locatives associées au projet, c'est-à-dire la taxe foncière, la charge de copropriété, etc. Donc ça fait encore partie des rares régions de France où on peut faire cela. On observe aussi toujours une très bonne tension locative dans ces villes en particulier. Et on a des belles surprises, notamment sur Mulhouse, où la population est croissante, au Havre également et dans le Nord également, enfin partout. On a de plus en plus d'étudiants, notamment au Havre, qui viennent, même si le Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing a toujours été très connu pour les étudiants et ça l'est toujours. Le Havre, il y a une population estudiantine qui est de plus en plus importante. Donc on reste sur un marché locatif qui est très dynamique pour pouvoir mettre en location rapidement les biens que vous achetez. Et on a des potentiels de revalorisation dans ces régions, même dans des villes comme Roubaix, Tourcoing et Mulhouse. Je cite ces villes parce qu'elles sont souvent parfois un petit peu décriées des investisseurs. À titre d'exemple, Mulhouse a pris plus de 14% ces 5 dernières années dans un marché immobilier assez morose. C'est assez notable pour pouvoir le souligner. C'est un exemple parmi d'autres. Toutes les villes dans lesquelles on fait investir ont globalement progressé ces 2-3 dernières années, ce qui n'est pas forcément le cas de la moyenne nationale. Et alors bien sûr, on le verra, mais dans ces villes-là, il faut vraiment faire attention au quartier. Donc, il y a des points d'attention à avoir sur ces villes. Et principalement, les 3 points que je vais évoquer sont autour des différents quartiers. Il peut y avoir des quartiers très populaires dans lesquels il ne faut surtout pas aller dans ces villes. Alors, c'est un peu moins vrai pour Lille, bien sûr, où c'est un petit peu plus homogène en termes de risque sur les quartiers. On aura, par exemple, des quartiers où on aura des problèmes de tension locative, où on aura un problème de vétusté du parc immobilier, notamment sur la partie DPE, qui est un vrai sujet, enfin qui est un sujet plus important, on va dire, dans le nord que dans le sud. Et ce qui donne aussi comme conséquence une volatilité des prix à la revente qui peut être moins certaine. C'est-à-dire que quand je parlais que Mulhouse prenait 14% ces 5 dernières années, bien sûr, c'est pas dans tous les quartiers. Donc il faut faire vraiment attention dans ces villes-là où on fait investir. Ça se joue parfois à la rue près, voire même au numéro près pour certaines rues dans ces villes. Donc voilà, donc c'est des points d'attention que bien sûr nous on a pris en compte pour pouvoir vous accompagner dans ces différentes villes. Et voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Antoine, sur... Non, c'est assez complet, effectivement. Je pense que alors à l'exclusion peut-être de Lille, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va avoir surtout des stratégies qui sont orientées sur le rendement et garder en tête que la régularisation, comme tu l'as écrit, est un plus pour la plupart des villes dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par Mulhouse. On va aller d'est en ouest aujourd'hui.
Mulhouse, c'est une ville qu'on connaît bien. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Expatimo, les premières transactions se sont faites là-bas parce qu'il y a 5 ans, j'ai commencé à titre personnel à investir dans des immeubles de rapport à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse? Parce que c'est la ville de 100 000 habitants la plus rentable de France, c'est frontalier avec Bâle en Suisse. Et j'avais identifié cette ville déjà il y a 6, 7, 8 ans même pour pouvoir y faire des investissements en perso. Et avec le réseau que j'ai développé là-bas, j'ai pu créer Expatimo. Donc les premières transactions se sont faites à Mulhouse. C'est une ville qui a été identifiée comme étant sous-cotée parce qu'on peut acheter entre 1000 et 1500 euros du mètre carré à Mulhouse. Donc, sachant que le coût de construction en France est environ à 2000-2005, ça fait que la ville est clairement sous-cotée par rapport au foncier et tout en restant très connectée. C'est-à-dire qu'on la compare souvent, par exemple, à Saint-Étienne, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Mulhouse a un TGV qui passe, c'est la ligne entre Paris et Zurich. Elle a un aéroport international. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a même 4 vols par semaine sur Dubaï. Et en étant frontalier avec la Suisse, notamment Bâle, où il y a toutes les industries pharmaceutiques suisses basées là-bas, ça crée un bassin d'emploi d'environ 350 personnes entre Mulhouse, Bâle et Fribourg. Mulhouse en elle-même, c'est 110 000 habitants. Il y a un peu moins de 10% d'étudiants, donc c'est pas ce qu'on peut appeler une ville estudiantine. En revanche, il y a quelques universités qui ont ouvert dernièrement, notamment dans le quartier de la Fonderie, ce qui augmente la tension locative, notamment dans ce quartier. On va en reparler après dans les stratégies. Et comme je le disais, on a par conséquent une très belle résistance au prix. Mulhouse a été aussi classée comme étant les meilleures villes en France ayant le meilleur ratio coût de la vie et emploi disponible. Vous pouvez voir ça dans la presse. Donc, ça attire des nouvelles familles qui viennent s'installer. Il y a des usines dans la région, notamment PSA. Fessenheim va peut-être rouvrir. C'est également dans la région. Donc, même si ça n'a pas enlevé le bassin d'emploi, parce que le temps de démanteler la centrale, maintenant, il va falloir la reconstruire. Donc, ça continuera à rester un bassin d'emploi assez fort. Donc, c'est pour ça que j'ai titré que Mulhouse a du rendement et surtout un bel avenir. On y fait beaucoup de projets, vous allez le voir tout à l'heure sur la carte, beaucoup d'immeubles de rapport. Dans les stratégies, nous, on recommande d'être dans des quartiers équilibrés pour aller chercher de la rentabilité, comme cité administrative, je vais vous montrer ça. Ou sinon, un petit peu plus sécurisé en termes de tension locative, le cœur de ville ou la Fonderie. On fait beaucoup d'immeubles sur Mulhouse. Quand je vous dis beaucoup, c'est 80% des transactions que l'on propose à Mulhouse sont des immeubles. Ce sont des immeubles d'environ 3 à 5 appartements. Quand vous achetez l'immeuble entier, et donc vous n'avez pas de frais de syndic, de copropriété, bref, ça reste très très optimisé en termes de temps passé, parce que vous achetez plusieurs appartements en une seule fois. Et en termes de coûts opérationnels également, c'est très optimisé. Vous n'avez bien sûr pas d'ascenseur, donc très peu de charges de copropriété, enfin de propriétaires, qui sont simplement en fait le ménage, l'eau, l'électricité des communs, et c'est tout. Donc nous, on fait principalement, enfin en tout cas, on recommande de faire de la location longue durée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de plafonnement de loyer sur Mulhouse. Le Airbnb est techniquement possible, en tout cas, c'est légal de le faire. Nous, on ne le recommande pas forcément parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés sur ce marché. On a vu les prix baisser. Depuis le début, nous, on recommande de toute manière, pour ceux qui nous connaissent bien, pas forcément Airbnb parce qu'on a toujours un risque légal qui nous semble disproportionné par rapport au rendement que peut apporter Airbnb. Donc, par conséquent, voilà, sur Mulhouse, aucun de nos clients n'ont fait du Airbnb. Certains l'ont fait sur Marseille, par exemple. À Mulhouse, on reste sur la location de longue durée. On va louer ça à des étudiants, des jeunes actifs ou des actifs tout court. Il faut savoir qu'il y a 35% seulement des personnes à Mulhouse qui vivent dans leur résidence principale. Donc, ça fait un marché de 65% de la population est locataire à Mulhouse. Donc, ça fait un grand marché locatif. Je vais vous montrer la carte de Mulhouse pour vous présenter. Donc, tous les points bleus que vous voyez, ce sont des immeubles ou appartements, mais principalement immeubles que nous avons fait acheter et que nous gérons sur Mulhouse. Donc, la gare TGV est ici. Si je dézoome un petit peu, vous avez l'aéroport international qui est ici et Bâle en Suisse qui est vraiment à la frontière ici. Il faut savoir qu'on met 20 minutes en voiture ou en train entre Mulhouse et Bâle, donc ça reste vraiment une ville frontalière. Donc, la gare TGV est ici, le centre historique est ici. Vous avez tout un quartier bourgeois où on fait très peu de transactions qui s'appelle le quartier du Réberg, où vous avez toutes les grandes maisons maîtres. Pourquoi on n'y va pas souvent? C'est que la rentabilité s'affaisse assez significativement, autour de entre 4 et 6%, alors qu'on va aller chercher, notamment dans le quartier cité administrative dont je vous parlais tout à l'heure, plus des rendements entre 7 et 9% selon les rues et les types de bâtiments.
Ici, c'est un quartier qui est un petit peu plus populaire, où on va aller chercher encore plus de rentabilité et donc de risques associés. Donc les risques que je mentionnais tout à l'heure, en tout cas les points d'attention, c'était par rapport à la vacance locative, la vétusté des biens. Alors bien sûr, nous on a des équipes de professionnels en travaux pour pouvoir vérifier les structures, etc. Et ensuite, on a donc le centre historique dont j'ai mentionné et le quartier de la Fonderie. On n'a pas fait beaucoup de transactions, mais ça reste des bons quartiers également pour y investir, parce que la mairie, notamment, y a construit une université ici. Et ensuite, tout le quartier Salengro également, qui est très demandé par l'attention locative, avec le canal qui a été aménagé, qui est enfin, très bien dans la ville. Enfin, c'est très confortable de vivre à côté de ce canal. Voilà un peu, vous voyez qu'on se concentre uniquement et principalement sur la ville de Mulhouse. On ne va pas forcément autour. C'est-à-dire que parfois, on a des demandes pour être vraiment à la frontière à Saint-Louis, de la frontière de Bâle ici. Nous, on est vraiment spécialisé sur Mulhouse pour pouvoir vous accompagner au mieux sur que ce soit l'acquisition. Alors, nous, on recommande principalement les immeubles parce que c'est là où vous avez le plus de rentabilité et le moins de frais de frottement. Mais certains aussi se positionnent sur des appartements. Il faut savoir que c'est des projets sur les appartements qui commencent à partir de 80, 100 000 euros tout compris. Et pour des immeubles, pour acheter un immeuble entier, c'est environ 200 000 euros minimum tout compris. C'est plus confortable à partir de 250 000 euros tout compris, jusqu'à 600, 700 000 euros selon les budgets. Voilà pour Mulhouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Antoine? Non, c'est assez complet. Guillaume nous disait que Fessenheim serait peut-être impossible à remettre en service. Alors, je sais pas. Peut-être, oui. Je ne suis pas expert nucléaire, mais ça ne serait pas étonnant, malheureusement. Bref, on ne va pas parler politique aujourd'hui. On va remonter encore plus dans le nord et je te laisse la main pour nous parler de cette belle ville de Lille. Ouais, ça marche. Ouais, je vais vous parler de Lille. Donc là, on fait un peu le grand écart en termes de stratégie. Hein. On y reviendra après en détail quand on évoquera les différentes stratégies. Mais à Lille, on va plutôt avoir un type d'investissement plutôt patrimonial où on va rechercher une forte liquidité des biens et une tension locative assez extrême. Hein. Lille ressort assez souvent dans le top 3, 5 des villes où la tension locative est la plus élevée en France. Donc elle fait partie, la ville, de la quatrième agglomération de France, hein, après les agglos de Paris, Lyon, Marseille. Donc grosse population avec une forte population active et surtout une ville très très étudiante qui étudie dans la ville de Lille et avec des campus qui s'étendent aussi à Villeneuve d'Ascq et on le verra après aussi sur d'autres villes de la métropole, notamment Roubaix-Tourcoing. Dernière chose, la ville dispose d'un aéroport international donc à Lesquin, à Lille-Lesquin, et la gare Lille-Europe qui propose des liaisons quotidiennes vers Bruxelles et Londres notamment. Donc voilà, son emplacement, l'emplacement de la ville au cœur de l'Europe est assez stratégique au milieu de Londres, Paris, Bruxelles et même Amsterdam qui est desservi en 3 heures. Donc d'un point de vue dynamique de prix sur la ville, on a pour une des plus grandes villes de France, en tout cas une bonne résistance des prix suite aux crises qu'on a connues dernièrement ces dernières années avec la hausse des taux notamment. On n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques que d'autres grandes villes de France qui avaient un peu explosé, type Lyon, même Paris dans une certaine mesure, ou Bordeaux. Donc on est sur des prix plutôt en stagnation ou sur une légère hausse sur les dernières années. Donc ce qui nous conforte un petit peu dans le potentiel de la ville et son profil d'investissement vraiment sur le long terme, avec encore une valorisation qui est intéressante puisque on peut acheter sur des prix qui se situent entre 3 000 et 4 500, parfois 5 000 euros suivant certains quartiers au mètre carré. Donc les stratégies gagnantes qu'on va identifier sur ces villes-là, sur les secteurs les plus patrimoniaux, ça va être vraiment le centre-ville, hein, c'est là où arrivent les gares, autour de la gare de Lille-Flandre, et autour de la Grand Place, avec notamment le secteur du Vieux-Lille aussi, qui est très très demandé, et enfin le secteur Vauban, qui concentre notamment beaucoup d'universités, d'écoles et la fac catholique qui concentre énormément d'étudiants. Donc ça reste vraiment les valeurs sûres de la ville. On peut avoir d'autres quartiers qu'on affectionne beaucoup chez Expatimo pour des investissements un petit peu plus dynamiques. On va pouvoir dépasser les 5%, 5,5% de rendement, avec notamment Moulins, où on fait de plus en plus d'opérations, donc plutôt sur la partie sud-est de Lille, avec un gros campus
le campus de Lille 2 aussi qui est présent dans ce quartier-là. On va retrouver tout ce qui est droit, gestion, santé. Et ensuite, des quartiers qui sont plutôt des anciennes communes en fait, qui ont été rattachées à Lille, donc l'Homme à l'ouest et Fives et Lem à l'est. Qui offrent aussi des rendements assez attractifs et qui sont tous les deux desservis par le métro. Donc voilà, ça peut porter des opportunités intéressantes. Et dans cette ville-là, on va surtout viser des petites surfaces. Les studios T1, T2, c'est vraiment ce qui va être hyper prisé. Un petit point d'attention quand même sur la ville, on est soumis au plafonnement des loyers. Donc voilà, il faut vraiment le prendre en compte dans son investissement et c'est ce qui va limiter aussi un petit peu la partie rendement dans la ville. On va être autour de entre 4 et 5% pour les quartiers premium et 5,5, 6 maxi sur les quartiers un peu plus dynamiques. On a une question en live avant d'aller sur la carte, Antoine. S'il existe encore des quartiers dans lesquels on peut trouver des immeubles de rendement, si oui, à combien environ sur les... Oui, plutôt sur les nouveaux quartiers périphériques, typiquement Fives et Lem, c'est des quartiers où on va pouvoir proposer des choses à nos clients. Puisqu'on est sur des immeubles, en fait, c'est des anciennes maisons divisées, donc on reste sur des tailles de biens assez raisonnables et voilà, un quartier Fives ici, un petit peu plus à l'est, à LM. Et donc là, on va avoir des budgets d'entrée qui vont être autour de, je dirais, 350, 400 000 euros pour 3 appartements. Voilà, ça va être à peu près cet ordre de grandeur-là en moyenne. Donc c'est possible, ouais. Voilà, sauf si Lille était considérée comme étant vraiment à l'intérieur de cette zone. Là, ça devient compliqué, mais en effet, dans un quartier plus périphérique. À l'intérieur de Lille, en dessous de 500 000 euros, c'est compliqué. Donc voilà, quartier du Moulin où on fait beaucoup d'opérations. Le centre-ville également de Lille et le Vieux-Lille. Et à gauche, là, quartier Vauban, ouais. Voilà. Quartier Vauban, on voit le petit picto de la fac, là, juste en dessous de la citadelle. Donc voilà, ça, c'est un quartier qui est très, très prisé aussi, ouais. Ouais, j'ai une anecdote quand même assez rigolote que tu m'as racontée, Antoine, sur cette ville. Quand tu étais allé chercher des clés après une signature d'un acte de vente chez un partenaire, c'était donc un agent immobilier qui avait pignon sur rue et qui avait marqué en grand sur sa vitrine « Nous n'avons rien à louer », tellement il se faisait harceler de familles qui venaient pour trouver des logements à Lille. Et puis, je crois que tu m'as dit qu'il y avait une famille qui est quand même rentrée, ouais. malgré le panneau, et pour demander un logement locatif. Et puis toi, tu viens de recevoir les clés dans la main. Et tu dis, oui, je viens de faire un appartement, vous pouvez le louer. Et tu es allé le visiter dans la foulée. Ah, exactement. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. C'était fin août, donc vraiment à partir de juillet, les agences affichent carrément des panneaux pour dire qu'ils n'ont plus rien à louer parce que c'est pris d'assaut. Donc en septembre, tout le monde est en recherche et ouais, on se retrouve effectivement là pour ce bien-là en question. J'avais eu 2 dossiers alors qu'on n'avait même pas publié d'annonce de mise en location du bien, quoi. C'est assez, ça prouve un peu la tension extrême qu'il peut y avoir dans cette ville d'un point de vue locatif. C'était une anecdote qui m'avait impressionné. Ouais. On va passer à Roubaix maintenant. Oui, alors Roubaix, donc là toujours dans la métropole, mais sur un profil d'investissement assez différent, puisqu'on va aller chercher ici des projets plutôt orientés rendement, un petit peu comme à Mulhouse en fait. Donc Roubaix, c'est une ville qui fait 100 000 habitants, qui est connectée à Lille directement en métro et en tramway, donc pour permettre de rejoindre l'île Flandre au centre en 20 minutes, moins de 20 minutes même. Et qui est aussi qui concentre beaucoup d'actifs, mais aussi pas mal d'étudiants. On a notamment un gros campus de l'EDEC qui est présent à Roubaix limite Croix. Il y a aussi l'IAE qui concentre beaucoup d'étudiants et pas mal de facs autour du textile, parce qu'il y a un fort historique sur l'industrie du textile à Roubaix, du retail de manière générale. Qui est toujours présent et donc des formations qui s'en suivent sur le textile et l'art. Donc une ville assez dynamique. Il faut faire attention à certains quartiers, même à pas mal de quartiers. On investit à Roubaix
dans des quartiers très spécifiques que je vais décrire ensuite, parce que les quartiers notamment un peu périphériques sont des quartiers sur lesquels on peut avoir des problèmes de population d'un point de vue locatif, voilà, qui certes amènent des rendements parfois très attractifs. Vous allez voir parfois des projets en pub à Roubaix, on va vous vendre 12% de renta. Il faut voir effectivement, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière, puisque c'est souvent dans des quartiers très compliqués. Voilà. Donc nos stratégies gagnantes, elles se concentrent surtout sur des secteurs qui offrent des rendements intéressants, mais maîtrisés, avec une demande locative qui va permettre d'avoir des locataires sérieux. Donc on se concentre sur 2 axes que je vais vous montrer après sur la carte, qui sont Barbieux jusqu'au centre-ville, et du centre-ville jusqu'à la gare. Donc c'est un grand L en gros qui va traverser la ville. Les stratégies qu'on peut développer ici dans cette ville, étant donné qu'on peut acheter en dessous de 2000 € du mètre carré, comme le précisait William tout à l'heure, on va acheter à 1008 en moyenne. On peut acheter un petit immeuble de rapport là, de 2 à 4 appartements pour des enveloppes qui sont voilà, un petit peu plus élevées qu'à Mulhouse, mais à partir de on va dire 280 300 000 €, on peut acheter un petit immeuble de rapport. Donc c'est une stratégie intéressante en termes d'investissement. On va viser aussi plutôt de la longue durée. L'Airbnb est possible. Voilà, c'est pas la ville par excellence où on peut développer ces stratégies. Il y a aussi beaucoup de monde qui s'y est mis, donc attention à ces stratégies-là. Encore une fois, nous on recommande vraiment de faire la longue durée. Et la colocation est possible aussi. Attention vraiment à l'emplacement, parce que l'offre est très 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 développée. Donc il faut s'assurer notamment d'être proche de gros campus comme les DEC, où là on va avoir une demande accrue. Voilà, si on s'en éloigne trop, ça peut devenir compliqué d'un point de vue locatif. Donc attention à l'emplacement si on part sur de la colocation. Dernière chose, la ville est soumise à l'encadrement des loyers, mais pas au plafonnement des loyers. Voilà. Donc, seule Lille, l'Homme et l'Ems est soumise au plafonnement des loyers, pas Roubaix, ni Tourcoing, dont je vais parler après. Alors, avant de passer à la carte, il y a une question d'Aurélien justement sur le plafonnement des loyers, comment ça fonctionne. En fait, donc c'est décidé d'un point de vue déjà national, quelle ville a le droit d'activer ou pas le plafond et l'encadrement, et ensuite la ville l'active ou pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une minorité. C'est lié à un prix de location au mètre carré selon les quartiers et selon ce qu'offre le bien comme service. C'est-à-dire, c'est une machine à laver, le linge, je veux dire, etc. On peut augmenter un petit peu le loyer par rapport à ça. Il faut rester dans une proportion raisonnable, c'est-à-dire un tiers du loyer en supplément, mais pas plus. Donc ça, c'est le plafonnement des loyers. Donc il y a vraiment un plafond qui est donné sur le loyer que le propriétaire peut fixer pour son locataire. Si ce n'est pas respecté, bien sûr, le locataire peut demander à faire baisser le loyer même en cours de bail. Et l'encadrement des loyers, c'est différent. C'est-à-dire que l'encadrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'augmenter le loyer d'un loyer à l'autre de manière significative. C'est-à-dire que si on loue un studio 700 €, on ne pourra pas le lendemain, enfin après, pour le prochain locataire, le mettre à 1000 €. Il faudra qu'on suive uniquement l'indice qu'on appelle l'indice de l'IRL, donc c'est l'indexation des loyers qui est donnée par l'INSEE, donc bien sûr c'est basé sur l'inflation. Donc on pourra augmenter le loyer de 700 € plus l'inflation, mais c'est tout. Mais en revanche, pour un appartement qui a été rénové, par exemple à neuf, avec des nouvelles prestations, etc., on pourra fixer le loyer que l'on veut pour le mettre en location pour le premier loyer. Là, on n'a pas de plafonnement, on a simplement un encadrement sur les augmentations de loyer futures. Et si je me trompe pas aussi, Antoine, il y a beaucoup de sièges sociaux, notamment celui de Decathlon à Roubaix. Alors c'est pas le siège de Decathlon à Roubaix, c'est à Villeneuve-d'Ascq, mais effectivement, oui, assez dynamique en termes d'entreprise aussi à Roubaix. Oui, j'ai fait un focus un petit peu sur les étudiants, mais ça reste une ville très 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 active. Et sa proximité avec Lille en fait une ville avec une forte demande aussi. Ouais. Donc là, on voit sur le plan la ligne de métro qui arrive directement à Lille, hein, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc ça c'est la ligne du métro 2. On a le tramway aussi qui longe plutôt le parc Barbieux. Et on voit le petit picto juste à côté de l'université qui est l'EDEC, voilà, juste à côté du parc Barbieux. Donc en fait, l'axe dont je parlais tout à l'heure, c'est du parc Barbieux avec l'EDEC jusqu'au centre-ville
Voilà, ici exactement. Donc tout cet axe-là est très attractif, bien desservi. Et des quartiers qui sont très bien d'un point de vue investissement, Barbieux étant le quartier le plus chic. Et ensuite, on peut partir vers l'ouest, donc du centre-ville, tout en suivant l'axe du métro en fait, jusqu'à la gare Jean-Lebas. Donc là, voilà, c'est tout le long du boulevard Nations Unies, où on va avoir aussi de la demande. Et les écoles qui sont concentrées autour, notamment, je parlais tout à l'heure des écoles de textile, d'art, et l'IAE qui est à côté de la gare. Donc voilà, ça va être surtout ces axes-là. Donc là, vous voyez quelques opérations que l'on a faites avec nos clients sur ces secteurs-là. Voilà, et encore une fois, les quartiers à éviter, c'est surtout les quartiers périphériques, type Eppel, Alma, voilà, Trois-Ponts. Voilà, on a des quartiers qui sont plutôt montants, qui sont assez intéressants pour une stratégie plutôt d'avenir, avec notamment le Nouveau Roubaix, le Pile aussi. Le Pile, en restant proche du centre, est assez intéressant avec avec notamment un projet de future ligne de tram qui va passer. Voilà, et puis des beaux projets d'infrastructure menés par la ville qui changent un peu le visage de ces quartiers-là. Voilà pour Roubaix. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, c'est bon. Donc, je vous propose de passer maintenant sur Tourcoing. Alors, Tourcoing, on est sur un profil de ville assez similaire. Bon, c'est à côté, hein. C'est vraiment une ville. Enfin, il y a une partie. C'est vraiment limitrophe à Roubaix. C'est un petit peu plus éloigné par rapport à Lille. Hein. On est sur la continuité du métro 2, donc on va mettre plutôt 30 minutes pour aller à Lille. Par contre, on se rapproche de la frontière belge. Et on a une gare TGV, voilà, qui a pas à Roubaix, donc qui dynamise un petit peu aussi la ville. Et d'une manière générale, Tourcoing, c'est pour ça que je le mettais en avant dans le titre, a un patrimoine architectural voilà, un petit peu plus développé, un peu plus soigné, avec des belles maisons de maîtres, notamment dans certains quartiers Gambetta, qui renforcent aussi l'attractivité de la ville par rapport à Roubaix, par exemple. Et comme je le disais juste avant, on a des projets d'infrastructure de transport notamment qui vont dynamiser encore plus la ville, avec le prolongement du tramway actuel qui s'arrête aujourd'hui au centre-ville et qui va être prolongé jusqu'à la gare. Et une nouvelle ligne là qui va venir drainer pas mal de flux sur un nouvel axe de Neuville-en-Ferrain à M. Donc ça, c'est tout le projet de tronçon Est qui va être développé à horizon 2030 et qui va apporter de nouveaux flux intéressants selon nous pour la ville. Roubaix d'ailleurs va en bénéficier aussi sur la partie est de la ville, comme je disais tout à l'heure. Donc les stratégies qu'on va développer sur Tourcoing, ça va être en termes de secteur sur un axe Tourcoing centre jusqu'à Gambetta, je vous montrerai après, c'est plutôt sur la partie sud, et puis des quartiers qui anciennement n'avaient pas forcément, je dirais il y a une dizaine d'années, très bonne réputation, mais qui vont dans le bon sens aujourd'hui et qui sont assez safe d'un point de vue investissement, comme Falampin ou Virolois. Virolois, c'est le prolongement du quartier de la gare. Voilà, c'est des quartiers qui peuvent générer un rendement intéressant tout en ayant un niveau de risque qui est relativement maîtrisé. Donc on va développer à peu près les mêmes stratégies en termes de type de biens qu'à Roubaix, on achète à peu près au même prix au mètre carré, hein, autour de 1 800 € en moyenne. Donc avec des immeubles de rapport de plusieurs appartements et plutôt en longue durée. Là, pour le coup, la courte durée est un petit peu moins développée. Le rendement cible va être à peu près le même, à plus de 8%. Et comme Roubaix, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Lille, on a du Airbnb qui est possible, même si pas recommandé, et pas de plafonnement des loyers, seulement l'encadrement des loyers dans la ville. Il y a une dernière petite chose sur ces villes-là qui n'est pas à négliger et sur lesquelles on peut vous accompagner dans le cadre d'une gestion locative, c'est qu'on a la mise en place de permis de louer, voilà, qui doit être
réaliser à chaque fois qu'on met en location un nouveau bien. Donc voilà, il y a ces démarches à faire sur lesquelles on peut vous accompagner sur la gestion locative pour s'assurer. Ça rentre un petit peu, si vous voulez, dans l'attention des mairies pour redynamiser le logement et lutter contre le logement insalubre, d'avoir voilà, cette dynamique de permis de louer pour s'assurer que les biens soient décents. Ce qu'on propose évidemment naturellement. Alors, au niveau de la carte, donc là, vous voyez toujours la ligne rouge du métro 2 qui traverse la ville, du sud au nord. Donc, on a au milieu Tourcoing Centre. Voilà, on voit avec un petit fond jaune là qui représente un peu tous les commerces et notamment une opération qu'on a faite avec des clients récemment à Singapour sur un immeuble de rapport. Donc ça, c'est toute la partie centre-ville. Et dès qu'on descend vers le sud, en prolongement du tramway et du métro, on retrouve le quartier Gambetta qui est assez prisé tout le long du boulevard de l'avenue Gambetta ici. Donc ça va faire partie des quartiers qu'on va privilégier. À l'ouest, c'est un petit peu plus chic, Flocon, Blancheporte, Brimpin, plutôt résidentiel et un secteur un peu plus élevé. Un petit peu plus au nord, là où on voit justement un point bleu, ça va être le quartier Falampin, dont je parlais tout à l'heure, qui est de plus en plus intéressant d'un point de vue investissement. Attention à pas trop s'éloigner, notamment proche de la route périphérique pour pas rentrer dans des quartiers sensibles. Et du côté est, on voit la gare en bas à droite. Voilà ici. Donc là, tout ce quartier reste proche de Gambetta et assez intéressant. Et on a le quartier dans le prolongement qui est Virolois, où on propose de plus en plus aussi d'opportunités à nos clients, qui est intéressant d'un point de vue locatif. Voilà, il y a aussi quelques quartiers sensibles à Tourcoing, beaucoup moins qu'à Roubaix. Je vais citer notamment Bourgogne, Épidème, voilà, au sud-est, où si on s'éloigne un petit peu, ça peut être compliqué. Blanceau dans une certaine mesure. Donc voilà, ces quartiers-là, on propose pas naturellement d'opportunités de ce côté. Donc il faut faire attention aussi au rendement qu'on peut proposer dans ces villes. À pas se laisser faire attirer par des rendements importants à plus de 10%. Voilà, ça peut toujours générer d'autres soucis derrière. Oups, pardon. Tourcoing, tu me disais aussi qu'il y avait des frontaliers, ça, qui travaillent en Belgique. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai, sa proximité avec la frontière belge et surtout les axes autoroutiers qui vont vers Courtrai font qu'on a pas mal de frontaliers, travailleurs frontaliers qui logent aussi du côté de Tourcoing. Donc voilà, ça génère. Il y a moins d'étudiants à Tourcoing pour le coup qu'à Roubaix, donc on va plutôt viser une population d'actifs. Et aussi du coup pas seulement de la métropole lilloise, mais aussi des actifs qui travaillent en Belgique. Ouais. On va passer au Havre. Alors tout à l'heure je vous ai présenté Mulhouse, c'était notre première ville dans notre portefeuille d'Expatimo. Le Havre, c'est l'une des dernières, parce qu'on a racheté une société qui s'appelait Ginkimo au Havre, qui avait déjà fait une bonne 50aine de transactions et de projets clés en main. Donc c'est un fonds de commerce que l'on a racheté en début d'année. Pour lancer cette ville, pourquoi on est allé dans cette ville? C'est c'est pour moi une ville qui est en pleine reconversion économique, du port vers l'industrie, qui est à 2 heures de Paris. Alors, il y a toujours cette légende de savoir si le TGV va être prolongé jusqu'au Havre ou pas. Moi, j'ai pris l'habitude de pas trop spéculer sur ce type d'investissement parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui va pouvoir se passer. Tant que c'est pas en tout cas voté comme la ligne Bordeaux-Toulouse par exemple, ce qui est la seule ligne TGV vraiment en cours en France, à part Lyon-Turin aussi. Donc en termes, en revanche, c'est une ville qui investit énormément sur les étudiants. Donc il y a de plus en plus d'universités, et notamment dans le secteur industriel, qui se développe au Havre et qui augmente donc la tension locative. On va voir ensuite les quartiers. Alors nous, on préconise d'éviter tout ce qui est studio et colocation parce que l'offre locative est trop abondante dans cette ville et donc vous allez avoir du mal à louer un studio trop petit en tout cas, et les colocations. Donc nous, on privilégie exclusivement les T2, les T3 pour de la location, et dans l'idéal d'avoir un petit immeuble dans le quartier Coty-au-Danton, c'est très très bien. Je vais vous montrer sur la carte, ou éventuellement avoir plus de rentabilité vers les docks.
On a visité d'ailleurs un appartement aujourd'hui que je vais vous présenter après avoir vous montré la carte. Donc, la ville du Havre, on a la gare qui arrive ici. Voilà, donc on peut bien identifier le fameux port du Havre sur cette carte et tout le bassin économique que ça draine. Nous, les quartiers que l'on aime bien au Havre, pardon, c'est pour l'investissement, donc c'est Cotier-Danton, donc en fait c'est tout ce triangle ici. On peut également aller proche de l'université ici au nord de la gare, mais pas beaucoup plus loin. Après, on considère que le risque-rendement ne vaut pas la peine. On a les quartiers côtiers centre-ville qui sont beaucoup plus chers, donc beaucoup moins rentables. Donc en général, sauf si c'est vraiment une personne qui vient du Havre et qui a envie d'investir dans ces quartiers, c'est pas forcément ce que l'on privilégie pour de l'investissement locatif. Et le quartier qui se rénove, c'est le quartier de l'Eure ici. Alors pareil, il faut rester dans ce petit carré ici pour même on peut prolonger un petit peu pour être bien. Il ne faut pas passer de l'autre côté de la rue. Nous, on ne fait pas investir de ce côté-là. Ici, ça fait partie des quartiers qui se boboisent d'une certaine manière. Notamment, il y a les Docks Vauban à côté, donc c'est un nouveau centre commercial, enfin nouveau qui doit avoir une petite vingtaine d'années maintenant, mais en tout cas qui dynamise bien ce quartier. Donc voilà pour le Havre, les quartiers que l'on privilégie. Et il se trouve que ce matin, on a visité un appartement via donc, notre équipe qui est sur place, qui est assez rare parce qu'en général, au Havre, on privilégie entre 6 et 7,3% de rentabilité brute. Là, on est à 7,83. C'est un appartement qui se situe en plein milieu du quartier que l'on préfère. Donc, si vous avez suivi, on est bien dans le petit triangle ici. Voilà, donc c'est dans un immeuble qui est très simple. De toute façon, on vous en verra après. Vous avez toutes les photos. C'est un bel immeuble type industriel dans lequel on achète un appartement à 1 500 € du mètre carré, alors qu'au Havre, on est plutôt autour de 2 000 €. On aura des rénovations à faire dans cet appartement, mais qui resteront très légères. Il faudra surtout le meubler pour le louer. Il n'y a que uniquement 40 € par mois de charges de copropriété, ce qui est très faible. En tout cas, c'est plus faible que ce qu'on avait anticipé. Le prix demandé est à 99 000. On pense qu'il ne faut pas faire de négociation parce que c'est une très belle affaire. On est déjà en DPED et on est persuadé qu'il sera vendu d'ici ce soir ou demain matin. Donc, si cela vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à rapidement nous contacter. Après le webinaire, on va vous envoyer un mail aussi avec cette opportunité pour pouvoir vous projeter. Mais voilà, ça vous donne aussi une petite idée de la manière déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la manière dont on présente nos fiches et les opportunités. Vous avez également en bas tous les business plans sur différentes années que vous pouvez choisir. Vous pouvez afficher cela sous forme de graphique. Et vous pouvez dans la simulation changer également des informations si vous voulez mettre plus de travaux, si vous voulez changer le loyer ou même changer votre financement. Par défaut, on a 20% d'apport sur nos fiches, mais si vous voulez mettre un apport plus important ou sinon si vous voulez emprunter, enfin ne pas emprunter et avoir 100% payé cash, vous pouvez avoir les simulations associées. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà pour l'opportunité qu'on a trouvée au Havre. Si vous avez des questions déjà sur ces 5 villes que l'on vient de présenter, n'hésitez pas. Moi, on vous a fait un petit tableau récapitulatif selon vos différentes stratégies et où est-ce qu'on peut acheter dans les villes. Donc, si on veut créer du cash flow positif, donc ça veut dire que les loyers couvrent un montant supérieur au remboursement du crédit et de toutes les charges. Alors, on va exclure Lille de cette liste, mais à Mulhouse, on ira dans la cité administrative principalement. Mais globalement, dans toute la ville de Mulhouse, on pourra avoir du cash flow positif. À Roubaix, donc au centre de Roubaix, Nations Unies. À Tourcoing, donc le centre aussi, Virolois et Falampin, donc les quartiers qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et quartier de l'Eure au Havre, à côté des docks, où on pourra faire du cash flow positif. Ensuite, nous, on a sélectionné des quartiers qui étaient plus équilibrés sur le ratio risque-rendement. Donc, Mulhouse, le cœur de ville ou le quartier des Fonderies. Donc, c'est celui qui est en bas à gauche près de la gare. Roubaix vers Barbieux. Tourcoing, donc c'est Gambetta, là où on a toutes les maisons de maître et Flocon. Lille, donc c'est la partie sud. Tu vas pas aimer ça, Antoine, mais donc le quartier des Moulins, l'Homme et LM. Et quartier côtier Danton à
au Havre. Donc, c'est là où est le bien que je vous ai présenté juste avant. Et ensuite, pour construire plus, on va dire, un projet patrimonial, c'est-à-dire que bien sûr, là, on aura des rendements. Là, sur la première partie, on a des rendements entre 7 et 9%. Ici, on a des rendements entre 6 et 7, 7,5%. Et là, on est plus sur des rendements entre 4 et 6%. Donc, Lille, ça va être le centre-ville, Vauban et le Vieux-Lille, et le Havre, le centre-ville, le quartier Saint-Vincent et toute la partie qui est proche de la côte. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous situer. Donc, on peut vraiment choisir selon les villes notre stratégie patrimoniale entre du cash flow ou sinon plus de sécurité sur le patrimoine. Je crois qu'il y a une petite. Oui, Aurélien nous demande si vous considérez également 20% d'apport pour un projet autofinancé, j'imagine. Ouais, Oui. En fait, les objectifs de rendement dont on parle, c'est effectivement sur la base d'un apport de 20% sur l'enveloppe totale du projet. Ouais. Et sur un prêt à 20 ans à 3,5%. C'est ça. Et une assurance à 0,2. Voilà. Après, les paramètres, vous pouvez les changer vous-même dans le logiciel pour les adapter. Mais oui, quand on parle de cash flow positif, on parle d'un cash flow positif avec les paramètres que l'on a énumérés. Donc voilà, nous, on est une agence spécialisée pour les expatriés. Moi, j'ai vécu 12 années à l'étranger. Toi, Antoine, 6, 7, je ne sais plus. On vous accompagne pour un investissement clé en main 100% à distance, donc sur toute la partie transaction. Donc, c'est-à-dire qu'on va identifier les biens qui correspondent à votre projet. Donc, on va d'abord travailler avec vous pour bien comprendre le risque-rendement que vous souhaitez avoir, le budget et les villes. Et ensuite, on va vous proposer via les business plans que je vous ai montrés, enfin via en tout cas ce type de fiches, des projets à acquérir, donc qui sont souvent hors marché. Souvent, donc c'est soit du direct propriétaire, soit via une agence avec une certaine exclusivité, soit direct notaire également ou marchand de biens. Donc, on a à chaque fois dans chacune des villes des équipes pour sourcer les biens. On a également une équipe pour gérer pour vous à distance tous les travaux et l'ameublement. C'est-à-dire qu'on va vous présenter des plans d'architecte. Donc, ça, bien sûr, ça va dépendre de la rénovation qu'il y a à faire. Si c'est simplement meublé, on ne va pas faire tout ça. On va rester frugal. Mais voilà, on est capable de supporter des très, très gros chantiers dans chacune des villes que l'on propose. Et on va bien sûr respecter les budgets qui sont affichés sur le business plan et les délais qui sont annoncés. En général, on est même plutôt en avance par rapport à ce que l'on annonce comme délai. Et après ça, on a également la capacité de vous accompagner sur la gestion locative, la mise en location et la gestion, avec des équipes qui sont en propre en interne chez nous, c'est pas sous-traité. Et ça permet de pouvoir confirmer le business plan que l'on vous a proposé en début de parcours. C'est-à-dire qu'au début de parcours, on vous a proposé un business plan comme celui au Havre que je vous ai montré. Et à la fin, on sera capable de délivrer cette valeur avec les loyers correspondants. Donc, nous, on n'a pas du tout intérêt à piper ou à tirer dans tous les sens les business plans pour faire du cash flow positif. Quand on en a, vous verrez même que dans nos business plans, on inclut par défaut 2 semaines de vacances locatives sur tous les biens que l'on propose. Ce qui permet d'être sécure et bretelle sur le business plan. Voilà, donc il n'y a pas que le Nord, on est également présent dans d'autres villes. Alors on va descendre vers le sud doucement, bien sûr Paris et sa région. Et dans le sud, alors vous pourrez voir le webinaire aussi, je remettrai le lien sur les réseaux sociaux où on avait présenté Nice, Marseille, Montpellier et Toulouse, qui sont également des villes très dynamiques pour l'investissement, avec d'autres types de stratégies. Voilà, il y a moins de problèmes de DPE, mais sinon, globalement, ça reste des villes où il faut également se faire accompagner pour pouvoir y investir à distance. Si vous scannez ce QR code, ça devrait arriver directement sur une prise de rendez-vous ou sur mon WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, ou celui d'Antoine, je crois d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à le faire. Écoutez, Antoine, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le Nord, toi qui y vis en plus physiquement, je sais que tu portes dans ton cœur cette belle région. Je te laisse le mot de la fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser dans le chat. Oui, non, effectivement, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, notamment pour ceux qui nous ont rejoints, à le poser dans le chat. On enverra le replay et venez investir dans cette belle région, effectivement. Alors là, je peux pas le montrer parce que voilà, j'ai mon fond d'écran Expatimo, mais il y fait beau, le climat est agréable et les gens sont chaleureux, voilà, et les locataires aussi. Voilà, écoutez, je crois qu'on va peut-être attendre quand même quelques minutes s'il y a peut-être des questions. Si vous pouvez également poser des questions sur la fiscalité, sur l'emprunt,
Voilà, c'est pas uniquement sur les villes. Si vous avez des questions qui peuvent probablement apporter aussi des réponses à la communauté, n'hésitez pas à le faire. Avec plaisir, Aurélien. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On va rester en ligne 2 minutes. Et voilà, au plaisir de vous revoir. Le prochain webinaire sera en septembre, probablement avec un avocat fiscaliste pour pouvoir optimiser votre fiscalité et anticiper, parce que souvent les webinaires ont lieu au mois d'avril, mais s'il est souvent trop tard, on est au pied du mur pour faire la déclaration. Donc on va organiser un webinaire avec un avocat fiscaliste spécialiste des expatriés pour pouvoir vous permettre d'avoir des tips et des conseils pour bien optimiser votre patrimoine. Et on en fera un autre probablement en octobre avec un notaire et ensuite avec un courtier pour... voilà, donc voilà pour le programme des webinaires à l'automne quand on recommence en septembre. Bon, écoutez, il n'y a pas de questions. Alors, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, soirée selon où vous êtes. Encore merci pour d'avoir été présent et pour nous contacter, n'hésitez pas, on vous enverra un petit mail de suivi. Bonne journée à tous. Salut Antoine et à bientôt. Salut William. Merci à tous. À bientôt.